Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Nguyễn Giang Hương et Michel Espagne, notamment de m'avoir invité à ce colloque. C'est vrai que maintenant, je travaille plutôt sur la littérature, mais j'ai une vieille histoire ancienne avec l'anthropologie, et c'est pour ça que j'ai proposé ce titre. Euh, mon PowerPoint, j'essaye de faire en sorte qu'on gagne un peu plus de temps, d'autant plus que les collègues au Vietnam, je vois plusieurs personnes que je connais ici, connaissent les textes. Je vais pas présenter deux textes, mais je vais donner comment dire, un aperçu général. Et merci pour, j'essaie de, voilà, d'enlever euh, j'essaie non, je vois pas. Bon, ben ça va. Je vois quand même l'écran. Je ne vous vois pas, mais j'espère que ça va bien se passer. Vous me direz quand j'aurai quelques minutes à la fin. Donc, euh, je vais passer très rapidement sur mon travail pendant la thèse qui aboutit à l'ouvrage qui s'appelle À l'origine de l'anthropologie au Vietnam, donc publié en 2012 mais soutenu en 2004. Avant de parler plus précisément de textes littéraires publiés à l'époque française, donc jusqu'à 1945, je vais donc mentionner quelques points de comparaison intéressants entre la littérature et l'anthropologie. Euh, et alors, comme vous avez vu, Zhang Huang en a parlé et mon collègue qui vient de faire la présentation, merci beaucoup pour avoir parlé de ce travail et j'aimerais énormément qu'il y en a d'autres personnes qui continuent ce travail sur l'anthropologie au Vietnam et sur les premiers auteurs vietnamiens, anthropologues professionnels, on va dire, comme Nguyễn Văn Huynh, ou bien anthropologues spontanés comme des écrivains, des journalistes, comme on verra tout à l'heure. Donc, juste quelques slides là en vietnamien pour rappeler un peu au public vietnamien qu'il y a il y a une masse de textes à contenu anthropologique qui ont été publiés à l'époque coloniale. Bien évidemment, on connaît mieux ce qui a été publié dans des grandes revues et dans le cadre de l'École française d'Extrême-Orient, l'EFIO, mais il y a aussi, par exemple, l'Institut indo-chinois pour l'étude de l'homme, qui est très peu connu, ou bien des sociétés savantes. Donc, la plus connue, c'est la Société des Amis du Vieux-Hué, dans lequel Léopold Cadière a écrit notamment énormément. Et puis, il y avait aussi des thèses et énormément de textes, d'articles sous forme d'essais, de récits de voyage, de reportages dans différentes revues en vietnamien. Ma thèse, en fait, est complémentaire par rapport à d'autres travaux qui ont pu être faits sur des auteurs français. C'est que mon corpus est essentiellement vietnamien, sauf quelques auteurs notamment comme Nguyễn Văn Huynh qui lui s'est exprimé dans le cadre professionnel, surtout en français. Donc, à l'époque, dans la première moitié du XXe siècle, on peut se rendre compte d'une certaine processus de professionnalisation de ce travail d'anthropologue, ce travail scientifique, et on peut, à partir du concept de la génération utilisé par le professeur Trịnh Văn Thao dans ses travaux sur les intellectuels vietnamiens, on peut dégager trois générations, 1862, 1907 et 1925, 1925 étant la génération, on va dire, complètement francophone.
Bien sûr, je ne vais pas rappeler ce qui est déjà dit sur Nguyen Van Huyen. Voilà, c'est juste pour rappeler son travail scientifique et puis après, en tant que citoyen et en tant que une personnalité, un ministre de l'Éducation. Et avant cela, il était ministre le directeur de l'enseignement supérieur. Et j'espère énormément qu'on va bientôt, j'espère, retrouver les archives de l'FIO dans lesquelles on a les dossiers personnels, non seulement de Nguyen Van Nguyen, mais aussi d'autres membres, d'autres chercheurs vietnamiens, comme Nguyen Van Khoan, Nguyen Van To notamment. Euh, alors, bon, ça c'est la Nguyen Van Nguyen milieu, et vous voyez comment une expression populaire vietnamienne, c'est-à-dire les images populaires, ont pu noter, consigner les changements les coloniales. Donc là, c'est une image populaire qui qui décrit la danse à l'occidental et littéralement Nhai Dam, c'est-à-dire saut, sautiller avec une dame. Donc, danse occidentale. Alors, quelques questions, quelques points que j'aimerais voilà, juste mentionner rapidement entre la littérature et l'anthropologie. Bon, premièrement, c'est l'objet d'investigation, hein, à la fois dans la science de l'anthropologie et dans la création littéraire, c'est que on s'intéresse à l'homme, aux hommes, aux femmes, on s'intéresse à la société, on s'intéresse à la culture, les cultures, et on utilise l'anthropologue comme l'écrivain. On utilise le même moyen d'expression, c'est-à-dire la langue, bien évidemment, et même comme Michel Espagne avait mentionné l'usage très pertinent de la photographie hein, dans l'œuvre de Pierre Gouroux et Europe Bouquin, mais d'une manière générale, c'est quand même par le langage qu'on écrit des ouvrages anthropologiques. Euh, bon, bien évidemment, très récemment, on parle des écritures alternatives, des images, des films documentaires, ou, y compris semi-fiction, le théâtre aussi, et puis toutes sortes d'écritures nouvelles à partir sur le site internet, des livres interactifs, etc., augmenter. Euh, alors, qu'est-ce que la littérature peut apporter à l'anthropologie? Premièrement, et c'est cela dont je vais parler en premier lieu, c'est que la littérature fournit des sources documentaires, en tant que source documentaire, fournit des documents aux anthropologues, euh, ou à tous ceux qui s'intéressent à la société, à l'homme vietnamien, puisqu'on est dans ce cas-là. Et donc, l'écrivain peut être considéré comme un informateur, comme avec, au même titre qu'un paysan informateur. Deuxièmement, et là c'est une question plus spécifique peut-être à l'époque coloniale, c'est que la littérature des écrivains vietnamiens dans leurs textes avait posé des questions de l'ordre anthropologique sur la culture, sur l'homme vietnamien, sur l'identité l'identité du peuple vietnamien, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être vietnamien. Et dans l'autre sens, toujours appliqué à cette période, il me semble que l'intérêt de l'anthropologie sur l'intérêt que l'anthropologie porte sur des catégories de personnes, d'individus dans la société, sur des sujets différents dans la société vietnamienne,
de l'époque, comme on dit, coloniale, euh, se posant la question sur soi-même, ces questionnements anthropologiques ajoutent, complètent ou permettent à la littérature de s'intéresser aux choses différentes, aux sujets qui ne pouvaient pas être abordés, même pas imaginés à d'autres époques. Donc, par exemple, les catégories sociales différentes dans la société, dans le milieu urbain ou rural, des mœurs et coutumes qu'on peut critiquer ou non. Voilà. Donc, je vous propose de de voir rapidement donc ces coutumes, ces courants de littérature. J'en ai distingué trois. Donc c'est le courant mœurs et coutumes, le courant de la littérature réaliste qui s'intéresse au milieu rural comme au milieu urbain, et ensuite un courant de textes littéraires qui s'intéresse aux ethnies minoritaires. Euh, alors, premier courant, mœurs et coutumes, c'est peut-être dans l'ordre chronologique de la littérature, de l'histoire littéraire, c'est un courant qui vient un peu après, même si ça a été même si ça a été, bien sûr, ce sujet de mœurs et coutumes, la description de ces traditions existait déjà bien avant, mais je pense que c'est avec Nguyen Tuan qui a publié Vang Bang Một Thời 1940, euh, au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est un recueil de romans, pardon, c'est un recueil de nouvelles qui parle qui décrivent de différentes traditions, surtout dans le milieu des lettrés. Donc, des séances où les lettrés se réunissaient et faisaient des poèmes en contemplant, en profitant, voilà, des fleurs, des orchidées ou d'autres fleurs en floraison, des loisirs très raffinés de ce milieu lettré, et puis aussi de la pratique de la calligraphie, par exemple. Et si je dis que ce recueil Mac est un tournant et une date importante dans l'histoire de la littérature vietnamienne comme dans la réflexion anthropologique, je pense que c'est parce que il y a c'est un moment particulier, les années 40, c'est la politique de Vichy qui est appliquée en Indochine, et donc la patrie, les traditions, c'est un sujet qui était tout à fait au goût, hein, des autorités à l'époque. Et d'ailleurs, ce recueil a eu le prix de Alexandre Rode, donc décerné par les autorités coloniales, et qui a été réédité. Donc ici, c'est une couverture, enfin bon, le texte est numérisé déjà et disponible dans la bibliothèque numérique France-Vietnam, qui est une très très belle initiative de la BNF en collaboration avec d'autres institutions. Donc, Vang Bang Một Thời, le titre, j'ai oublié de traduire, c'est Écho et ombre d'un temps, d'une époque. C'est vraiment une tendance dans la littérature par le langage, essayer de consigner des traces de ce qui reste et de ce qui ont déjà disparu à cause de la colonisation d'une société vietnamienne considérée, c'est vrai, hein, considérée comme harmonieuse et raffinée, hein, dans le cas de Nguyen Tuan. Alors, on peut rattacher à ce courant. Merci de me dire si j'ai encore
peu de temps. On peut rattacher à ce courant des romans historiques, comme par exemple, ici vous voyez la couverture du roman célèbre de Ngutato Liu Chang, qui parle de son expérience personnelle en tant que lettré et qui passe le concours mandarinal, le fameux concours qui permet à l'administration de la monarchie vietnamienne, mais aussi du gouvernement des autorités coloniales de choisir des membres de l'administration. Donc, il y a énormément de textes. On les connaît dans l'histoire littéraire, mais je pense que ce serait très intéressant, tout un travail spécifique en relation avec l'anthropologie et leurs valeurs documentaires, mais aussi les questions qu'ils soulèvent. Alors, en deuxième courant, je vous avais mentionné, c'est la littérature réaliste. Ici, vous avez la couverture du roman Tatden, c'est-à-dire quand, c'est traduit en français par Quand la lampe s'éteint. C'est un roman de Ngotato, bon, l'auteur qui a écrit sur les concours mandarinaux. Ngotato décrit la société dans un village et il y a des scènes absolument d'anthologie sur, par exemple, la collecte des impôts et ce que cela signifie pour une famille de paysans vietnamiens, pas absolument pauvres, mais qui a été écrasée par le poids des impôts personnels, hein, donc que le chef de famille doit payer, et la famille était tellement n'arrivait pas à réunir cette somme et donc a dû vendre notamment la fille aînée. Donc c'est un roman qui fait date dans l'histoire de la littérature vietnamienne, qui contribue, à mon avis, très justement, à la prise de conscience de la population vietnamienne, des lecteurs hein, qui ont lu ce roman. Apparemment, c'était vraiment un grand succès de libraire. Et toute cette littérature réaliste contribue, comme on peut l'imaginer, au succès de ce qu'on appelle la révolution d'août, qui a amené à l'indépendance, à la proclamation de l'indépendance du Vietnam. Alors j'ai pas mis d'autres couvertures, donc les fameux recueils que Ngotato, le fameux recueil de reportages que Ngotato avait publié dans la presse sur le fonctionnement dans les villages. Donc Virlang, les affaires villageoises, et puis Tập An Cái Đình, c'est le procès le procès du temple du génie tutélaire. Je reprends le terme génie tutélaire utilisé par les auteurs de l'époque. Ce sont des reportages et il me semble que ça n'a pas été publié sous forme de volume indépendant avant 1945, ce qui fait que à la BNF, peut-être, à moins que Giang Hương me dira le contraire, on n'a pas je peux pas le mettre la couverture. Alors, juste un mot sur ces deux recueils de reportages portant sur le fonctionnement dans le village et notamment autour du culte du génie tutélaire. C'est Ngotato, avec d'autres aussi, est donc lettré de formation, devenu journaliste et qui connaît avec beaucoup de finesse, ce que Georges Boudarel, par exemple, avait souligné à plusieurs reprises. Ngotato est celui qui peut décrire avec beaucoup de finesse ce qui se passe dans le village. Et donc le village vietnamien, ce n'est pas une société égalitaire, démocratique, harmonieuse. Et le proverbe cité
très abondamment par les orientalistes en vietnamien, bien évidemment, le proverbe qui dit la loi du roi cède le pas aux coutumes du village. Ce proverbe existe, je veux dire, comme une réalité dans le village, certes, mais la réalité villageoise est bien plus complexe et bien moins sympathique que ce qu'on peut décrire dans des textes d'auteurs orientalistes. Je ne vais pas m'attarder sur ce point puisque j'aimerais vous parler dans notre enfin, c'est toujours le courant de la littérature réaliste, mais là, on a affaire à des textes, des romans, des nouvelles, des reportages portant sur les milieux urbains et la faune, on va dire, hein, d'individus qui vivent dans ce milieu-là. Et donc, Wu Tianfu, qui est surnommé le roi du reportage du Tonkin, avait écrit énormément de ce texte. Ici, sur la couverture, ce n'est pas du tout romantique, hein, malgré le cœur qui est derrière. Le titre du roman, c'est L'Amdi. Donc, c'est un texte qui parle des prostituées, comme d'autres textes de Wu Tianfu. Et d'ailleurs, il y a des historiens qui utilisent, notamment à l'université de Berkeley, qui utilisent ces textes littéraires et journalistiques pour étudier la société vietnamienne à l'époque coloniale. Il a écrit aussi énormément d'autres textes. C'est un auteur très prolifique. Celui Sodor, donc Bonne Chance, traduit et publié en français, décrit une société très 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 bigarrée. Comme Thầy Comme Cô, c'est un recueil qui parle des serviteurs, hein, du petit personnel dans des milieux bourgeois vietnamiens. Donc, je passe au dernier courant littéraire qui regroupe des textes portant sur des ethnies minoritaires, sur des populations. Alors, jusqu'à maintenant, j'aurais dû le dire, j'ai oublié, je m'en excuse. Jusqu'à maintenant, on parle de l'ethnie des Viet, habitants de la plaine, des riziculteurs, et qui se nomment aussi habitants de la capitale et on va dire, qui se considèrent comme le maître de ce pays qu'on a appelé pendant longtemps le pays du Sud, maintenant le Vietnam. Donc, la découverte des ethnies minoritaires, c'est-à-dire d'autres populations avec d'autres coutumes et d'autres manières de vivre et de faire, c'est une grande affaire et je pense que c'est le paradoxe de la colonisation qui avait permis aux Vietnamiens de découvrir qu'ils n'étaient pas seuls, hein, et qu'ils n'étaient pas peut-être pas le maître de tout cela. Donc, il y a des récits de voyage, énormément de récits de voyage dans des revues, donc ici, Nam Phong, Chitan Tangi, etc. Il y a un grand nombre de ces textes qui ont été déjà réunis en volume, publiés dans les années 1990 et puis 2000, donc par quelques chercheurs, et notamment un chercheur à l'Institut de littérature qui s'intéresse à ce sujet. Donc, c'est grâce à ces récits de voyage écrits parfois par du personnel des instituts de recherche comme l'FEO par exemple, hein. Donc on a un récit de voyage qui raconte des fouilles archéologiques dans le centre du Vietnam et dans le sud du Vietnam.
par exemple. Et puis, on a aussi vraiment des nouvelles et des romans, souvent par des auteurs comme Lan Khai ou bien Taylor aussi, qui a écrit des nouvelles, qui ont connu cette réalité, c'est-à-dire des montagnes, des ethnies minoritaires, par leur itinéraire de vie, surtout par leur enfance ou bien l'adolescence se passait dans ces contrées très très lointaines pour le paysan viet de la plaine. Donc je crois, je pense que ça, il faut arriver à la conclusion. Euh, donc, il me semble qu'on peut dire que dans le Vietnam, à l'époque coloniale, la littérature est vraiment très complémentaire pour l'anthropologie. Euh, pour plusieurs questions, bon, j'ai pas détaillé ici, j'aurais dû. C'est sur la question, sur deux points en particulier, dans le outre le fait que la littérature peut apporter des informations qui intéressent l'anthropologie, la littérature au Vietnam à cette époque pose des questions sur la culture vietnamienne, notamment sur qu'on appellerait maintenant l'identité du Vietnam. Et à l'époque, la question se posait sur la culture nationale. Et aussi, c'est la littérature, je pense, qui permet de réfléchir sur cette question de coexistence, de cohabitation de différentes ethnies sur un même territoire et les relations entre ces ethnies. Et ce dernier point, c'est-à-dire un Vietnam multiethnique, multiculturel. Bon, maintenant, vous avez partout les slogans, le Vietnam des 54 ethnies, mais il faut dire qu'à l'époque coloniale, c'était pas du tout une chose évidente et la littérature a contribué à cette réflexion sur un peuple, une nation multi-ethnique et multiculturelle. Je vous remercie.